Au cœur de l'Afrique, sur la base militaire de Gao, au Mali. « 40 commandos parachutistes se préparent pour une mission à haut risque. Dans moins de 2 heures, ils seront largués au-dessus du désert pour rapprocher au plus près des groupes armés terroristes. Ce sont les derniers réglages. Chasser les gens un petit peu. Encore. Ok, c'est bon. Sauter en nuit noire au-dessus d'un territoire hostile, sans repère visuel, c'est pas quelque chose de commun. C'est le moment où les gens prennent sur eux. C'est le moment où les gens réfléchissent à tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on a dit. Et là, c'est plus le lieu de dire grand-chose. Parmi eux, il y a des tireurs d'élite, des spécialistes radio, des as du déminage ou du combat rapproché. Le capitaine Solveig est le patron des commandos. En sautant de l'avion avec son matériel, il pèsera 160 kilos. Voilà, maintenant il faut faire ce qu'on a répété depuis quelques jours, ce qu'on a préparé. Et voilà. Ces soldats figurent parmi les meilleures troupes d'élite au monde. Ouais, là on se vérifie par binôme, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, que tout a été mis correctement, serré correctement. Avec eux, il y a un médecin urgentiste. Cet homme au premier plan, chuteur opérationnel. Il y a aussi un infirmier qui cette nuit va voler en tandem avec ce commando pendant une quinzaine de minutes. Nous allons ouvrir le parachute dans les 5 secondes pour après faire une infiltration sous voile. D'accord. Après on volera tous les deux en position verticale. La mission commence. Allez les gars, dès que c'est bon, on embarque. Le capitaine Solveig est suivi de l'infirmier et de son pilote tandem. L'avion est un Airbus A400M Atlas, le dernier né des avions de transport de troupes de l'armée de l'air. C'est la première fois que cet appareil largue des parachutistes par la porte arrière en opération. 21, affirme, zone claire. Ready to open. Copied. Opening cargo door and ramp. Après 1 heure de vol, les commandos se préparent à sauter. Copy. Aujourd'hui, Solveig et ses hommes partent pour une mission de renseignement. Contrôler la présence de djihadistes dans une région située à l'est du Mali. 5, 4, 3, 2, 1, green. L'avion vole à près de 240 km/h et à 4000 mètres du sol. Les commandos vont dériver sous voile. Ils vont planer pendant une dizaine de kilomètres avant de commencer une infiltration à pied, en toute discrétion, jusqu'aux positions ennemies. Raid. Parfait. Intervenir par avion ou par hélicoptère, c'est la mission des 7500 hommes de la 11e brigade parachutiste. Ils sont issus de 8 régiments du sud-ouest de la France et de Calvi, en Corse. On les surnomme les paras. Depuis 70 ans, ils sont de tous les combats. Dans les pays en guerre, sur les terrains les plus hostiles. Libération de la France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Indochine, Algérie, Zaïre avec l'opération Kolwezi, Liban, ex-Yougoslavie, Afrique, Afghanistan et aujourd'hui dans la bande sahélo-saharienne. Nous les avons suivis lors d'une importante opération aéroportée. Au Mali, ils traquent les djihadistes. Dis-leur de faire un bond encore devant là, le reculeur. De nuit, ils s'approchent au plus près des positions ennemies. C'est le dernier tronçon d'infiltration. Donc là, faut faire gaffe. Nous avons partagé leur quotidien au combat. Notre colonne est par un véhicule avec 3 personnels armés. Partager leurs inquiétudes. Inondations, Oui, légèrement embordé. tempêtes de sable ou chaleur écrasante, les paras sont habitués à survivre dans les endroits les plus rudes. Where we all came from, the dream
Le sergent Jean-Baptiste et ses hommes s'entraînent tous les jours pour être prêts au combat, même quand il fait 40 degrés à l'ombre. On a des caisses de munitions à 17 kilos, donc faut s'entretenir un petit peu. Ici, pas d'internet, de télévision ou de cantine. Alors pour garder le moral, ils font comme chez eux, même en plein désert. Là, c'est les spécialités de Tahiti. C'est des beignets aux cacahuètes. Exceptionnellement, nous avons pu filmer les commandos parachutistes. Spécialisés dans le renseignement, la neutralisation d'ennemis, ils participent aussi parfois à la libération d'otages. Un binôme à gauche, un binôme à droite. Leur plus grande qualité, c'est la discrétion, pour créer l'effet de surprise. Pour devenir parachutiste, il faut aimer le risque. En France, à l'école des troupes aéroportées, nous avons suivi 2 jeunes recrues, Stéphane et Cheyenne, lors de leur tout premier saut en parachute. Ils devront se surpasser et affronter leur peur. Embarqués avec une unité exceptionnelle, la 11e brigade parachutiste, les soldats de l'urgence. Au Sahel, 4500 soldats français sont engagés depuis 2014 au sein de l'opération Barkhane pour lutter contre les groupes armés terroristes sur un champ de bataille grand comme l'Europe. Aux côtés des Français, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Mali, où les Français ont une base permanente, à Gao. Près de 1500 paras stationnent ici, dont ceux du 2e régiment étranger parachutiste de Calvi en Corse. Ils se préparent pour un saut qu'ils effectueront demain en zone ennemie. On va tout arranger, tout aligner, nickel chrome. Et le chef de groupe d'assaut, à ce moment-là, vous allez passer dans votre câble. Tous, vous allez mettre le casque sur la tête et vous allez endosser le parachute dorsal. Tous. C'est bon pour ça? Leur chef de section, c'est l'adjudant Erwin, 17 ans de carrière au 2e rep. Mise en place le fusil. Donc, on va laisser le sang à épauler. Donc, vous allez accrocher votre parachute ventral. À 2 marches. Le parachute ventral, c'est le parachute de secours. C'est le bretelle de transport. On va être largué à 250 mètres. Donc, l'atterrissage, pour moi, 30 secondes donné au sol, en gros. Et à l'issue, mais on va combattre. Bon, peut-être qu'on peut rencontrer quelques ennemis. Pour ces légionnaires, la dernière opération aéroportée en territoire ennemi remonte à il y a 3 ans au Tchad. Vous êtes impatient? On n'attend que ça. Demain, l'adjudant sautera avec ses hommes. En disant hostile, mais je pense que le monde qui va voir qu'on atterrit, on commence à arriver à assaut vertical, il n'y a pas beaucoup de monde qui va rester là-bas pour nous attendre. Il faut être très courageux pour ça. Dans la savane, dès 10 h du matin, il fera 45 degrés. Alors ils conditionnent les colis qui vont être largués avec eux. Eau, armement et munitions. Dernier contrôle des moyens de transmission. Ruby 40 Alpha, opérateur pour contrôle radio. Le sergent Jean-Baptiste commande un groupe de 10 légionnaires parachutistes. Donc demain, quand vous allez vous équiper, le point clé, c'est que le canon ne vienne pas dépasser le niveau de l'épaule. OK. Ici, hier, on a essayé, ça arrivait jusque-là à peu près, donc ça, c'est pas bon. Donc desserrer un peu plus la sangle pour que ça arrive plus ou moins ici. Le HK-416, c'est le nouveau fusil d'assaut de l'armée française. Jean-Baptiste explique à ses hommes comment l'installer sur le sac, car il ne faut pas se blesser lors de l'atterrissage. Ça, c'est ce qui remplace le FAMAS? C'est ce qui remplace le FAMAS, oui, tout à fait, ouais. Pour le saut, ouais, ça sera à ce niveau-là, ça sera un peu une petite découverte. Chacun emportera aussi 300 cartouches réparties dans 10 chargeurs. Ah bah là, il faut penser à tout parce qu'une fois qu'on est sur place, si on a oublié quelque chose, il n'y a pas de demi-tour pour pouvoir récupérer ce qu'on a oublié. Au même moment, à l'autre bout du camp, les commandos parachutistes s'entraînent. Ce sont eux qui sauteront en premier en zone ennemie pour préparer l'arrivée de la troupe. Le départ en avion est prévu cette nuit. Ils vont débarquer dans une ville. Le sergent José prépare ses hommes à intercepter des djihadistes. Cette maison a été spécialement construite pour l'entraînement.
Pour être le plus discret possible, ils utilisent des silencieux. Un binôme à gauche, un binôme à droite. Et on rentre en simultané à gauche. Ok, on y va. Passer à l'action en milieu urbain est très dangereux. Les tirs peuvent venir de chaque porte ou fenêtre. C'est un combat qui est très difficile en milieu clos et ça demande beaucoup d'entraînement. Cette unité d'assaut utilise parfois un chien d'attaque qui peut lui aussi être parachuté. Cela permet d'arrêter rapidement le terroriste en évitant au commando de se faire tirer dessus. Lancé à pleine vitesse, ce chien de 30 kg est dressé pour faire tomber l'individu. Ce chien, il a déjà participé à des arrestations? Oui, elle est avec nous pour le mandat. Elle a déjà participé de certaines missions. Ok, pièce claire, exercice terminé. À côté de la piste d'aviation, entre deux missions, Solveig, le chef des commandos, s'entraîne à son sport de prédilection, la boxe. Il a disputé le championnat de France avant d'entrer à la Légion il y a 14 ans. Ça peut servir sur les opérations. Quand il faut intercepter des gens ou les capturer, ils ne sont pas forcément coopératifs. Donc, quand l'individu n'est pas armé, par exemple, ou qui ne représente pas une réelle menace directe, dans ce cas-là, on se contente de l'immobiliser au sol. Et voilà, sans utiliser nos armes. Ouais. Aujourd'hui, son partenaire, c'est l'infirmier. Les deux hommes seront parachutés la nuit prochaine. Dès qu'on fait une infiltration, forcément par 33 degrés avec 50 kg sur le dos, effectivement, il faut un minimum de niveau physique. Quoi. Voilà. Après, ce qu'on cherche avant tout, c'est des mecs qui sont bien dans leur tête quand même. Parce qu'avoir une marmule physique, c'est bien, mais si dans la tête ça va pas, c'est pas la peine. Quoi. Donc, ça, c'est quand même la priorité. Après l'entraînement, Solveig nous a donné rendez-vous dans son campement, une zone de la base dont l'accès est uniquement réservé aux commandos. Elle est protégée par des barbelés et des murs de terre. C'est là qu'ils préparent leurs opérations. Solveig a accepté de faire une exception pour nous accueillir, à quelques heures du départ en mission. Bonjour, bienvenue, donc vous êtes à Gao, chez les groupements commandos parachutistes. Cette nuit, il part sur le terrain. Première obsession, l'eau. Il doit emporter avec lui pas moins de 6 bouteilles. Vous partez pour combien de temps là? Alors, en général, les missions par saut, c'est entre 24 et rarement plus de 48 heures. Parce qu'après, avec la chaleur et en termes d'emport, forcément, on est limité. Donc, on part rarement plus de 48 heures sur ce genre de mission. Solveig et ses commandos seront parachutés à proximité d'une ville fréquentée par les groupes armés terroristes, les GAT. Ils peuvent être dangereux? Ils peuvent être dangereux. Ils utilisent des explosifs pour faire sauter les véhicules. Ils nous attendent parfois avec de l'armement quand nous on fait des reconnaissances et quand on est à pied. Donc là, on peut se faire tirer dessus. Hein. Ça arrive quand même régulièrement. Donc oui, c'est un ennemi dangereux et dont il faut se méfier. Hein. Pour cette mission à risque, un médecin urgentiste sera à leur côté. Voilà, il est en train de faire sa gaine lui aussi, il met de l'eau dans son gilet, il prépare son sac, sa gaine pour sauter aussi ce soir. Ouais. On part en opération contre les GAT, hein, donc il peut y avoir des blessés, et du coup c'est indispensable que le doc soit à côté de nous pour qu'on ait une prise en charge au plus rapide sans attendre l'hélicoptère. Quoi. Donc le plus accessible pour moi, c'est de quoi traiter des hémorragies, d'accord? Parce que le soldat, il va mourir en premier lieu d'hémorragie massive, d'accord? C'est ce qu'il faut savoir traiter le plus rapidement possible. Donc ça passe par des pansements compressifs hémostatiques, des garrots. Donc là, j'ai un garrot pneumatique, j'ai un garrot tourniquet sur moi, j'ai un autre garrot tourniquet dans mon sac. Voilà le sac avec lequel il va sauter, ce que les paras appellent la gaine, et qui se trouve entre les jambes du parachutiste pendant le vol. Elle contient sa trousse médicale, mais aussi son gilet pare-balles, ses armes et chargeurs. Le problème, c'est qu'il y a une limite de poids à respecter. Pardon, vous pesez le sac, hein? Ah, mais je crois que c'est un peu lourd là pour moi là cette fois-ci. Oh là là, elle est trop grosse. Il y avait 10 kilos en trop. Ouais. Là, elle fait 59 kg 6. J'ai pas le droit de dépasser avec cette gaine 50 kg. Donc faut que j'enlève 10 kg. Si c'est trop lourd, les sangles du parachute pourraient casser. De la flotte?
Ouais, mais le problème, c'est la flotte, faut pas trop la sacrifier parce que 36 heures en plein cagnard, on va boire et on va avoir besoin de flotte. Faut éviter le coup de chaleur, évidemment. Quoi. Voilà, il faut que je trouve une solution. Dernier briefing avant le départ. Le patron de l'opération, c'est le colonel de Monico. Il veut tendre un piège aux groupes armés terroristes. Barkhane, on ne peut pas être partout. En revanche, on peut agir quand on veut, où on veut, et en mettant en place du monde sur le terrain. Son objectif, la ville de Ménaka, située à 300 km à l'est de Gao, à la frontière du Niger. Les Français y ont une base temporaire aux côtés des soldats maliens. Il y a 2 jours, le colonel a retiré ses troupes de Ménaka, par la route et par voie aérienne. Il veut faire croire à l'ennemi que la ville est désormais accessible, pour que les terroristes retournent sur place. C'est à ce moment-là que le piège va se refermer. Car le colonel et ses hommes vont revenir par surprise et par les airs. D'abord de nuit avec les commandos, puis le lendemain avec 80 légionnaires parachutistes. Et il n'a pas choisi le jour de l'opération par hasard. On va faire ça demain, c'est pas un hasard. Demain, on est jeudi, et jeudi, c'est jour de marché à Ménaka. Alors, jour de marché, les GAT, ils viennent s'approvisionner dans la ville, et ensuite, ils repartent sur leur zone refuge. Le rendez-vous est fixé dans quelques heures aux avions. Les paras seront appuyés par l'armée de l'air à partir de la base française de Niamey au Niger, située à 400 km. C'est de là que l'armée fait décoller ses drones, comme ceux qui sont intervenus pour l'opération de libération des 2 otages français au Burkina Faso. Il y a 4 drones sur l'opération Barkhane. Avec 11 heures d'autonomie, ils peuvent voler à 11 000 mètres d'altitude pour observer le terrain et sont indétectables par les terroristes. Il est 4 heures du matin. Cet homme qui restera anonyme est le pilote de l'un des drones. Ce drone, qui est un avion qui est piloté mais à distance, à des distances de plusieurs milliers de kilomètres. La plus-value du drone, elle est très simple. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui peut voler jusqu'à 24 heures et qui, associée à un capteur qui est très performant, permet d'observer sans être vu. Quelques heures avant le largage des parachutistes du colonel de Monico au-dessus du Mali, c'est ce drone qui va blanchir la zone. Alors blanchir la zone, ça veut dire qu'on va regarder au sol toutes les menaces qui pourraient se présenter aux gens qui vont arriver au sol. Son contrôle terminé, le pilote entre dans son cockpit, inaccessible aux caméras. Il va faire décoller l'avion et restera aux commandes pendant toute l'opération. Dans cette salle, juste à côté, des experts en renseignement analysent les images envoyées par le drone, ce qui permet à l'état-major de guider les troupes au sol. Sur ces images, filmées quelques jours plus tôt, des soldats français entrent dans un camp suspect. Là, ce qu'on voit là, ce sont nos hommes là. Et ici, là, ils sont partout. Toute la ligne rentre dans le camp là. Et ça, c'est un camp de GAT, c'est quoi? Donc ils vont vérifier en tout cas si la présence de GAT dans ce camp. Une fois la mission terminée, le drone éclaire une zone sécurisée pour qu'un hélico puisse se poser et récupérer les soldats. Ça, c'est la première partie où on fait le marquage au sol. Vous voyez, ça, c'est notre tâche. Les forces au sol qui sont ici. Et ensuite, l'hélicoptère arrive. Il a vu notre tâche et il va se poser exactement là où on lui a dit. Le drone est bientôt prêt à décoller. Pendant ce temps, sur le tarmac de l'aéroport de Gao, le colonel de Monico vient de recevoir des nouvelles des commandos qui se sont infiltrés en début de nuit aux abords du village de Ménaka. Il y a un certain nombre de personnes qui sont arrivées dans la ville. Pour l'instant, l'effet de surprise est respecté, c'est-à-dire que notre action n'est pas connue de l'ennemi et les choses se déroulent normalement, donc c'est plutôt bien. Le colonel a déjà l'expérience d'un saut en zone de guerre avec la Légion. C'était sur Tombouctou, en 2013. Filmé par un drone français, un avion Hercule de l'armée de l'air largue les paras, prêt à reconquérir la deuxième ville du Nord Mali face aux djihadistes. Ce matin, Jean-Baptiste est là, lui aussi. Penche-toi en avant pour lever
sur le niveau de l'épaule, comme ça je le cale bien. Alors Jean-Baptiste, paré comme on dit? Paré très lourd, ouais. À quoi tu penses là actuellement? Ça à rien, à sauter, me déséquiper et enlever le poids que j'ai sur moi là. 80 légionnaires parachutistes s'apprêtent à embarquer dans 2 avions Transal. On va mettre 45 minutes de vol. Donc tout ça pour sauter à 7h du matin. Donc pour l'instant on est pas mal comme horaire. Les paras pèsent en moyenne 120 kg. Dehors, il fait 30 degrés et il n'est que 5 h du matin. Jean-Baptiste a son arme à portée de main. Il doit être en mesure de s'en servir dès son arrivée au sol. Alors là, il va falloir que tu trouves une place. On va le trouver pour moi. Aucune place n'est perdue et la chaleur est suffocante. C'est bon. À présent, ils sont aux ordres du chef largueur qui sera en liaison permanente avec les pilotes de l'armée de l'air. Chef largueur à pilote pour les éléments. Allez, on t'écoute. Chef largueur à pilote, donc on part pour un passage sur la zone de saut de Calvi. Calvi, c'est le nom de la garnison du 2e REP en Corse. Mais ce soir, c'est le nom de code de la zone sur laquelle ils vont être parachutés. Largueur et pilote répètent les procédures au cas où un parachutiste reste accroché à l'avion. Si le para accroché il est retenu par un autre corps que la SOA, on coupe le lien qui le retient à l'avion. Si le para est retenu à l'avion par un autre corps que soit la SOA ou par un autre lien, on fait tout pour le remonter à bord. Le jour se lève, les 2 Transal décollent. Les légionnaires se sont levés à 4 h du matin. Le vol dure moins d'1 heure. Jean-Baptiste et son groupe de combat en profitent pour récupérer. Dans la nuit, les 40 commandos parachutistes se sont infiltrés sous voile à l'est de la ville en toute discrétion. Le colonel de Monico et ses 80 légionnaires, eux, vont être parachutés au nord de Ménaka, cette fois bien visible de la population. Au même moment, des blindés français et des soldats maliens termineront d'encercler la ville au sud. Les 2 avions Transal sont maintenant à 10 minutes de l'objectif. À l'arrière, le chef largueur attend le top du pilote. Très vite, on a 39 secondes pour larguer tout l'avion, le collier et les 40 parachutes. À 5 minutes du largage, Allez, la ciel. C'est là contre la paroi, accrochez. les paras accrochent leurs sangles à un câble au-dessus de leur tête. Lorsqu'ils sortiront de l'avion à 300 mètres du sol, leur parachute s'ouvrira automatiquement. Pilote chef de saut chef largueur, H-2. C'était pilote reçu. H-2 minutes reçu. Le vérifier. Ouverture des portes latérales, gauche et droite. Largueur, bon. Les largueurs, un simple parachute de sécurité sur le dos, se retrouvent au-dessus du vide. Ils ont les yeux rivés sur leur chef, qui va donner l'ordre de sauter. H-1, 1 minute reçu. Des colis d'eau, d'armes et de munitions vont être largués en premier, suivis des légionnaires. Problème, la gaine d'un para reste accrochée à un banc. Le largueur réagit aussitôt. Les avions se suivent et larguent simultanément les 80 légionnaires. Des images étonnantes, filmées par l'un d'entre eux. « 40 secondes plus tard, il percute le sol.
Les paras sont à 2 km de la ville. Aussitôt, ils doivent replier leurs parachutes et se regrouper. On est bon, on est à terre, on est prêt à partir. Ok, bah nous on est complet. C'est bon? Ouais. Le colonel de Monico s'assure que tous ses hommes sont prêts à passer à l'action. Le vent ici, Balbizarre, au sud, pour éclair. J'ai pas eu de blessés. Le saut s'est bien passé parce qu'il n'y a pas de blessés. Donc c'était évidemment un point d'attention pour pouvoir commencer la mission à 100% de capacité opérationnelle. Donc c'est le cas. On s'est réarticulé très rapidement. Donc, pour l'instant, tout va bien. Un hélicoptère français, un Tigre, est là en appui, prêt à ouvrir le feu. Les paras rejoignent les sorties de Ménaka et commencent le contrôle de la ville. Il y a aussi des soldats maliens arrivés en renfort. Les légionnaires sont rejoints en fin de journée par leurs blindés. Ce jour-là, 8 terroristes présumés sont arrêtés. 2 jours plus tard, la ville est toujours sous tension. Ménaka, 30 000 habitants, située sur l'ancienne route du sel. Un lieu de ravitaillement pour les groupes armés terroristes. Nous sommes avec un para de la Légion, le major Pascal. C'est très très pauvre. Il n'y a rien ici. Ils produisent rien. Selon lui, il serait une centaine de djihadistes dispersés dans la nature, attendant que les Français ne soient plus là pour sortir de leur tanière. C'est un lieu de passage, c'est sûr, un lieu d'approvisionnement aussi, parce que c'est le seul village dans la zone où ils peuvent venir faire leurs emplettes. Il y a des gens qui travaillent avec les gars, qui les approvisionnent, qui les hébergent. Il y a des liens de famille aussi avec certains groupes armés terroristes. Donc on n'est pas toujours les bienvenus. Ici, difficile de savoir qui est qui, et surtout qui est l'ennemi. Il est fréquent de croiser des 4x4 avec des hommes armés. Malgré le danger, le major Pascal part en patrouille, à pied dans la ville. Major, le risque, c'est quoi ici? C'est d'être pris à partie? C'est ça. D'être pris à partie avec une arme ou alors de tomber sur un IED ou un suicide bomber, quelqu'un qui se fasse exploser au milieu de la patrouille. Direction le centre de Ménaka. Le major va prendre des informations auprès de la population. Car ici, tout le monde a vu le parachutage des soldats français. Et ils n'arrivent pas les mains vides. Je vais demander au sergent-chef Sanogo de donner une radio à des petits vieux là-bas qui sont toujours au même endroit là. Le major sait que les islamistes viennent régulièrement s'approvisionner chez ces commerçants. Regardez ce qu'il va vous offrir. Ok, merci. Ça, c'est une radio. Comment ça va? Avec cette radio solaire, plusieurs familles pourront écouter les messages de la force Barkhane contre le terrorisme. C'est ça que vous voulez ici. Vous savez pourquoi ils sont venus, les soldats de Barkhane, en parachute? C'est pour traquer les choses là. C'est pour traquer les terroristes. Les terroristes. Les ennemis aussi. Il y a des ennemis. Vous avez vu, Barkhane, on s'en va, on revient, en un claquement de doigts, on peut être ici. Ouais. En un claquement de doigts. Et on n'est pas tout seul, regardez, tout le temps on est avec les FAMA, on travaille ensemble. Très bon. Nous sommes très contents. On travaille ensemble pour vous, contre les terroristes. Si vous voyez un terroriste qui creuse un trou pour enfouir un obus qui va exploser, pour faire sauter un camion, il faut nous appeler. Allez, on embarque! Deuxième phase de l'opération. Le major veut rassurer les habitants. Vous voyez, hein, on est arrivé en véhicule, il y avait des gamins partout qui se baladaient. On a débarqué, il n'y a plus personne, c'est tout vide. Tout le monde se cache. L'objectif est de rallier la population à l'armée française et qu'elle ne bascule pas en faveur des terroristes. Avec eux, Éléonore. Pas courant pour les villageois de voir une femme dans ce rôle. Éléonore, est-ce que tu as déjà patrouillé comme ça avant? Non, jamais. C'est la première fois. D'accord. Elle va avoir un rôle de premier plan. Nouer le contact avec les femmes et les enfants. Bonjour. Mais Éléonore et le major restent sur leur garde. Un attentat suicide peut arriver à tout moment. Bonjour. Comment ça va? On vous fait peur?
Vas-y, avance-toi un peu. Bonjour. Comment tu t'appelles? Mets-toi accroupi. C'est dans ces maisons que les fouilles ont eu lieu 48 heures plus tôt. Comment tu t'appelles? Et t'as vu, moi, quand je suis arrivé, tout de suite, tac, ils ont ouvert la porte quand ils t'ont vu. Ouais. Rapidement, les enfants sortent des maisons, intrigués par la jeune femme. On dirait que t'es une fille du village, regarde. Je suis l'attraction. On sait faire ça en arrivant ici, Non, Éléonore? mais je suis bien contente. Ouais. Bonjour. Bonsoir, comment tu t'appelles? Je m'appelle Hamza. Hamza, toi aussi? Vous avez vu le travail d'un personnel féminin? J'arriverai jamais à faire ça. Elle fait un très bon travail. Vous avez vu là comme les enfants sont allés vers elle? Dans cette ville, en 2012, les islamistes avaient instauré la charia, jusqu'à l'arrivée des soldats français. Depuis, les militaires essaient de rétablir un climat de confiance. Bravo. Pour permettre aux enfants de retourner à l'école, le major a même incité des professeurs à revenir sur place. Mais la situation est toujours tendue. Des attaques, il y en a tous les jours. Hier encore, il y a un convoi qui s'est fait attaquer non loin d'ici. Un convoi avec des professeurs qu'on avait mis en place sur l'école d'Indeliman. C'est en permanence. Dès que vous lâchez la tension et la pression, ils reviennent. Et ils l'ont attaqué comment? C'était quoi leur mode opératoire? Ils ont attaqué à l'arme à feu, à la calache. Il y a eu des morts? Le pilote du camion où il y avait notre professeur qu'on avait mis en place à l'école est décédé. Ouais. On ne connaît pas les raisons de cette attaque. Non, c'est des coupeurs de route, c'est des bandits hein, plus que des terroristes. Ouais. Ils sont là pour essayer de grappiller un peu d'argent, de racketter les gens qui passent. C'était jour de marché ici, il y a pas mal de gens qui remontaient du marché, ils arrêtent les convois et ils fouillent et quand ça se passe mal, ils tirent. Léo, allez au repas. Ça fait plaisir de voir qu'on participe au retour de la paix. Hein. Puis même de faire autre chose que notre travail de soldat, je trouve que c'est... Mais c'est aussi notre travail de soldat? Oui, ça. voilà. Les paras sont installés à quelques kilomètres de Ménaka, dans une base partagée avec les forces armées maliennes et la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. C'est là que nous retrouvons le colonel de Monico. Ce sont ces hommes qui ont arrêté 8 membres des groupes armés terroristes, aussitôt remis à la justice malienne. En revanche, il veut bien nous montrer ce qui reste des armes saisies. Alors on les garde jamais, hein. Donc là vous avez de la chance, il y en a deux armes qui sont encore là avant de partir. Les armes, téléphones et documents sont systématiquement envoyés à Gao pour être expertisés dans un laboratoire scientifique militaire. C'est des armes qui permettent de tirer beaucoup de cartouches d'affilée. Vous voyez, il y a des bandes de munitions. Donc c'est des armes qui sont extrêmement dangereuses. Accroché à la crosse de cette Kalachnikov, il reste encore la gourde d'un djihadiste. C'est pour boire un coup tout en combattant. Ouais. C'est donner du courage. Ouais. Les crosses ont été customisées un peu là ou c'est ouais, alors, je sais pas pour quelle raison, mais c'est sans doute très utile. Il faudra qu'on fasse la même chose, on va étudier ça. Pour mettre hors de combat les GAT, le colonel multiplie les interventions coup de poing. Il a déjà prévu la prochaine opération. Cette fois, ses paras vont réaliser un raid blindé, puis une longue infiltration à pied pour tenter d'arrêter un chef djihadiste. Blessé, il viendrait d'être localisé à la frontière du Niger. Chez les paras, tout le monde commence sa carrière en passant par un unique centre de formation situé à Pau, dans les Pyrénées. Bienvenue à l'école des troupes aéroportées. 4000 stagiaires sont formés ici chaque année. Surtout, on ne touche pas au parachute ventral. Depuis les années 60, près de 700 000 soldats ont obtenu ici le fameux brevet parachutiste. Ils donnent le droit de porter le béret rouge. Au moniteur! Crier le plus fort possible, c'est la tradition quand les jeunes recrues se présentent à leur moniteur. Alignez-vous! Alignez-vous! De colonne! Le sergent-chef Terry a 15 jours pour en faire des parachutistes. On est bon pour ça? Oui, sir! Allez, pour ensemble, garde à vous, à droite, droite.
Ils sont garçons et filles et n'ont que 3 mois d'armée. Aujourd'hui, ils vont apprendre à sauter d'un avion. 8. Cheyenne a 21 ans et Stéphane, 20 ans. Tous les deux rêvent de faire carrière dans les paras. Impatient, mais avec un peu d'appréhension quand même. C'est normal. Go, 2, 3. Cette maquette représente fidèlement la carlingue d'un Transal. Demain, ils se jetteront réellement d'un avion à près de 250 km/h. Suspendus à 2 mètres du sol, Thierry leur apprend à réagir en cas de problème, comme atterrir face à une maison. Et on va venir prendre contact avec le mur, les pieds en premier. C'est pas rassurant, quoi. On veut pas que ça nous arrive. C'est pour ça qu'on écoute bien les conseils. Ils découvrent le parachute de secours, le ventral. 45 degrés vers l'avant et vers le haut avec les 2 mains. Ok. Ils doivent être capables de faire face aux situations les plus périlleuses, comme d'être recouverts par la voile de leur parachute. Là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Rapidement, il se dégage et ensuite... Allez, reprends ta séquence. Et même atterrir dans un lac. Alors pendant des heures, ils vont répéter tous les gestes importants. Pour le premier saut, ça serait bien que tout se passe bien comme tout le monde nous l'a dit et qu'on en garde un bon souvenir quand même. Pour avoir le droit de sauter de l'avion, les jeunes doivent réussir un dernier test. Cette sorte de téléphérique reproduit les effets du parachute en vol. Les élèves vont prouver qu'ils savent sortir de l'appareil, manœuvrer et atterrir. Eh mec, tu envoies du steak. C'est à Stéphane d'entrer en jeu. Allez, en avant. Cette fois, il doit réellement se jeter dans le vide. On n'oublie pas de monter. Sans difficulté, Stéphane a effectué son roulé-boulé. C'est au tour de Cheyenne. Regarde-moi, regarde-moi. Regarde la garde, tu lui tends la SOA en le regardant dans les yeux. C'est parti. Dans la réalité, si son parachute ne s'ouvre pas au bout de 3 secondes, elle devra déclencher son parachute de secours. Alors on lui demande de compter à voix haute. 331, 322, 333. Elle doit montrer qu'elle a compris comment sortir d'une turbulence, s'orienter. Tour d'horizon. Ok. Vient le moment redouté de l'atterrissage. Voilà, allez, en position de sécurité, en position de sécurité. Voilà, La machine simule le vent qui s'engouffre dans sa voile et la traîne au sol. Elle doit vite réagir et tirer une manette pour se libérer. Alors tu crois que t'as réussi? Ah oui, sinon on m'aurait dit quelque chose. Ah oui? Repérage de la zone de saut, pas de souci. Le vent, pas de problème. À l'atterrissage, légèrement pied décalé. Le roulé-boulé, après, on va dire que c'était pas trop mal. L'éventement, ça c'est bon. C'est bon pour ça. Allez, on enchaîne. Tant qu'il n'y a pas de grosse erreur, pour nous, c'est bon. Pour la promotion. Oh, Ce soir, tous ont réussi la formation. Cheyenne et Stéphane n'ont jamais été aussi près de réaliser leurs rêves. Faire carrière chez les Bérets Rouges. Demain, ils seront les premiers à sauter de l'avion. Retour au cœur de l'opération Barkhane, au Mali, dans le désert, sur la base avancée des parachutistes, à Ménaka. À la veille d'une grande traque anti-djihadiste, les paras-français et soldats maliens protègent la piste d'aviation sommaire pour permettre à des gros porteurs de se poser. Presque chaque jour, les pilotes de l'armée de l'air font des exploits pour ravitailler la base française. Les distances sont énormes sur ce théâtre d'opération grand comme l'Europe. Gao est à 300 km et le PC de l'opération à 2000 km de là, au Tchad. Avant leur atterrissage, pour éviter de se faire tirer dessus, les pilotes effectuent des virages serrés, à 50 mètres du sol. Vas-y, tu peux encore refermer, on est bien, on va arriver sur l'axe.
À Ménaka, les avions sont les moyens les plus rapides pour acheminer les soldats et les approvisionner en eau, vivres et munitions. Aujourd'hui, un avion d'exception s'apprête à se poser pour livrer du fret. Du renfort pour l'opération qui se prépare. Un avion Airbus A400M Atlas. Pour transporter jusqu'à 37 tonnes de matériel. Au sol, c'est un para, spécialiste de l'appui aérien, qui va le faire atterrir. Est-ce que tu confirmes que la piste est sécurisée? Pulsar 11, donc là la piste est bien sécurisée. RAS, vous êtes clear pour l'atterrissage sur un 0,50. Un événement, car c'est seulement la deuxième fois que ce mastodonte va atterrir sur cette piste en sable. Il se trouve juste là-bas, juste au-dessus de la zone boisée. Il arrive sur la piste dans un instant. Impressionnant de voir un A400M comme ça. C'est impressionnant, c'est une très belle machine. Il est tout beau, il est tout neuf. Il est capable d'atterrir en seulement 600 mètres. Avocat 64 de Pulsar 11, j'arrive à l'arrière de votre appareil. C'est une première pour moi et... Une satisfaction? C'est une vraie satisfaction, oui. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans cet avion-là? C'est vraiment la taille de l'appareil. Il est vraiment énorme. C'est vraiment un gros porteur. Dans les entrailles de cet appareil, haut de plus de 14 mètres, des dizaines de palettes. Dérogation spéciale, les pilotes de l'armée de l'air autorisent leurs camarades parachutistes à se faire photographier dans la cabine de pilotage. Cool. À peine le ravitaillement effectué, l'avion redécolle vers Niamey, au Niger. L'opération aura duré moins d'1 heure. Les légionnaires ont leur base opérationnelle à quelques kilomètres de là. Demain, une grande opération se prépare contre les groupes armés terroristes. Malgré la chaleur écrasante, chaque soldat doit reprendre des forces. Fin de journée, nous retrouvons le sergent Jean-Baptiste du 2e REP et les 10 hommes de son groupe de combat. Chaque jour, ces légionnaires parachutistes font travailler leurs muscles, nécessaires pour porter les armes, le gilet pare-balles et toutes les munitions qui vont avec. Demain et après-demain, ils auront près de 40 kilos sur le dos. C'est des poids de combien, ça? 12,5 kg. Pas très lourd. Hein? On a des caisses de munitions à 17 kg, donc faut s'entretenir un petit peu. Le sergent emportera avec lui cette mitrailleuse. Alors il supervise son nettoyage. Cette Mag 58 est capable de tirer à longue distance. Jusqu'à 800, vous pouvez tirer précis, c'est une arme très précise. Et là, avec le sable, alors c'est un petit peu grippé parfois. Ça... Il faut savoir le nettoyer assez régulièrement. Le jour J, si ça tire pas, on peut être embêté. Il sait qu'en face, les GAT sont eux aussi armés de mitrailleuses. Les GAT, ils ont un peu des équivalents. Ils ont plus du 14-5, là. C'est monté sur pick-up. Et ils maîtrisent aussi bien que vous? Ah, il faut pas les sous-estimer. Hein. J'ai pas eu l'occasion de m'entraîner avec eux, mais je pense qu'ils savent bien s'en servir. Hein. Je pense qu'ils maîtrisent. À quelques pas de là, Jean-Baptiste nous entraîne dans sa zone vie. C'est par là que ton groupe est installé, Jean-Baptiste? Ouais, juste ici, là. Ici, ces hommes ont déjà passé presque 4 mois. Vous êtes à combien, là, ici, hein? Là, 2, 11. Hein? Le soir, 12. Donc là, ouais, c'est le lipico, la moustiquaire. Hein. Ici, c'est serré. Et en pleine journée, il fait 45 degrés. Bien chaud. Oui, un peu. Il marche pas, le ventilateur, là? Oui, il marche pas, il est cassé. Ah bon?
C'est psychologique, il faut quand même l'avoir face à soi. Ouais, c'est ça. Et là, donc là, on a nos vapes de combat, là. En cas d'attaque, les blindés de Jean-Baptiste sont prêts à partir en moins de 5 minutes autour de Ménaka. Très utile également pour affronter la chaleur. Ça, c'est les tapis de sol pour la sieste à midi, sous le vab. Ah bon? Ah oui. Ah bah, le tapis de sol en dessous, et puis on essaie de fermer les yeux avec la transpiration. C'est pas facile, mais... Ouais, et puis c'est bien, il y a le vent qui passe un peu là. Ouais. Mais sinon, rester sous la tente, c'est impossible. Il n'y a personne sous les... Vous voyez, sous les tentes, il n'y a pas grand monde la journée. Le soir, chaque groupe fait sa popote. Des denrées venues de Gao ou achetées dans une petite épicerie située dans le camp des forces armées maliennes. Dans son magasin, Habib a tout ce qu'il faut pour satisfaire les soldats sur le terrain. Produits de première nécessité, couscoussières, conserves et produits frais achetés sur le marché de Ménaka. De quoi améliorer les rations. Les soldats de Barkhane, ils viennent ici faire leur marché? Oui. Ils achètent beaucoup de choses? Ils achètent beaucoup de choses. Ouais. Ce qui vous achètent le plus, c'est des fruits, comme ananas, bananes, pommes, avec les boissons fraîches aussi. D'accord. Ouais, avec les boissons fraîches. Parce que s'il fait chaud ici, tout le monde a besoin de quelque chose qui est frais. Au cœur des opérations de guerre, même dans les endroits les plus reculés, les soldats débordent d'imagination pour se changer les idées et resserrer les liens. Côté cuisine, ce sont les parachutistes originaires de Tahiti qui remportent la palme. Le dimanche, ils perpétuent les traditions culinaires familiales des îles de la Polynésie française. Aujourd'hui, on a fait un peu de churros aussi, un peu de crêpes et un peu de beignets au chocolat. Et c'est vous qui faites ça ici? C'est nous qui font ça ici à Ménaka. Là, c'est les spécialités de Tahiti. Ah bon? C'est des beignets aux cacahuètes. D'accord. On arrive à les faire en plein soleil, là, comme ça? Oui, bien sûr. Voilà. Ça s'appelle comment? Enfin, chez nous, on appelle ça des pains rakita. Juste à côté, c'est l'ambiance du Nord. On fait souvent des frites ou des petits ragoûts. Des frites? Des frites. On arrive à faire des frites. Non. Si, on fait des frites. Avec du grillage et des boîtes de conserve, ce jeune para a fabriqué un four. Donc la chaleur, elle monte beaucoup par là. Les flammes, normalement, j'ai 2 couverts parce que les flammes, ça monte jusque là. Ah oui. T'as monté une friterie en fait. Voilà, c'est ça. Elles ont bon goût? C'est pas mal, c'est assez bon. Avec les oignons et la mayo, c'est super. Ou un petit café qui s'improvise. Un petit thé. Le thé, il se partage, donc c'est vraiment le partage. Pour faire partager avec les collègues. Le soir, certains préfèrent dormir dehors, car il fait encore 30 degrés sous la tente. Sur chaque lit, une moustiquaire pour se protéger du palu. Bah là, je sors le lit avant qu'il fasse nuit. Je le passe un coup de brosse. Il faut nettoyer, retirer les petites bêtes qui sont mortes, retirer la poussière qui s'est accumulée tout au long de la journée. Et puis là, normalement, cette nuit, il ne va pas pleuvoir. Et on n'est pas à l'abri d'une petite tempête de sable à 3-4 heures du matin. D'accord, il faudra vite rentrer alors. Voilà, tout à fait. Mais bon, on a l'habitude au bout de 4 mois. Demain, les paras français partiront en convoi à 100 km de Ménaka. 14 heures, début de l'opération Restonica. C'est le nom d'un village corse. Départ 3 minutes. 40 blindés lourdement armés vont transporter 120 parachutistes vers l'une des zones refuges des Ghats. Les paras partent sur le terrain pendant 36 heures. Un renseignement a permis au colonel de Monico de localiser la présence d'un chef djihadiste particulièrement recherché. C'est un ennemi qui est dangereux, qui est extrêmement déterminé. On peut passer des semaines ou même des mois sans le voir et puis tout d'un coup, très brutalement, il faut l'affronter et il faut être au rendez-vous. L'opération se déroulera de jour et de nuit. Le chef des terroristes serait blessé. Pour le capturer, les soldats français vont utiliser une tactique particulière. 2 colonnes de blindés vont prendre en tenaille la zone dans laquelle les djihadistes ont été localisés. Ils vont déposer les paras
qui vont faire une infiltration à pied de nuit sur 7 km, avant de s'installer en embuscade. Les blindés contourneront le dispositif pour rabattre les terroristes dans le piège. Mais la partie est loin d'être gagnée. Les paras doivent se déplacer dans la savane pendant environ 12 heures. Et la météo est capricieuse. Il y a une tempête qui arrive sur nous, donc je pense que ça va nous ralentir dans notre progression. En 20 minutes, le terrain est détrempé. Le désert se transforme en marécage. Et le problème, c'est que si ça continue comme ça, on risque d'être coincé à cause des embourbements. Sur un point haut, ils ont posté leurs blindés avec des vues à 360 degrés pour empêcher toute attaque. Les soldats maliens, eux, en ont vu d'autres. Leur pare-brise porte les traces d'un échange de tirs avec les GAT. Un potentiel, la pluie ne l'arrête pas. Tu vois, on est sorti pour la mission et la mission va continuer encore. Le problème, c'est que le temps file. Or, chaque demi-heure d'attente compromet les plans du colonel de Monico. Car l'infiltration à pied doit commencer dès le début de la nuit. Et il y a encore 30 km à parcourir. Pour l'instant, c'est pas terrible, ouais. S'il ne pleut pas longtemps, on a des chances de s'en sortir, de pouvoir continuer à progresser normalement. Donc, on attend. Moi, j'y crois. Fin d'après-midi. L'orage passé, le convoi repart. Mais le terrain leur réserve à nouveau des surprises. Alors que la nuit tombe, les soldats doivent traverser une zone marécageuse. Un VAB tombe dans une ornière. L'adjudant-chef Roy veut le tracter avec un autre blindé. C'est le VAB de Jean-Baptiste qui est en difficulté. Hasard, toujours. Ouais, c'est mon VAB. C'est toujours le VAB de Mike Tango qui se fait planter. Ça, c'est classique. Bonjour. Pour Roy, ce n'est pas le moment de plaisanter. Tu accélères pas. Si tu accélères, il va s'enfoncer encore. Il va te tirer le bas par la force. Oui, légèrement embourbé. Mais oh, ça va aller, ça, on va les sortir. On va les sortir. On va sortir en pick-up là. Sinon, on passe à l'action suivante, c'est plus OCP là, et commodable là. Méthode Légion. Ah, Méthode Légion. Méthode Légion. C'est bon, il faut aller, bon. 1 heure plus tard, un message tombe à la radio. Notre colonne est suivie par un véhicule avec 3 personnels armés. Donc une moto avec 3 personnels armés à son bord et qui nous jalonnent et qui suivent le convoi. Parlez. Les GAT pourraient décider d'une action suicide sur un véhicule isolé. Mais heureusement, 20 minutes plus tard, les poursuivants ont disparu. Après encore 2 heures de route, le sergent Jean-Baptiste et ses paras sont déposés pour commencer leur infiltration à pied, vers la zone refuge des djihadistes. Être le plus discret possible au niveau des déplacements et des bruits. Pour pouvoir surprendre les GAT au petit matin. Les paras ont une 40aine de kilos sur le dos. Gilets pare-balles, armes et munitions. Et 8 litres d'eau par personne. Il fait 25 degrés. Il nous reste environ 4 km. Ouais. C'est le dernier tronçon d'infiltration. Donc là, faut faire gaffe. Continuez. Chaque soldat a sur son casque un appareil de vision nocturne. Au moindre bruit suspect, il vérifie que ce n'est pas un ennemi. On continue la progression correcte. Après 5 heures de marche, ils arrivent sur l'objectif, pour s'installer en embuscade. Jean-Baptiste a placé ses hommes tous les 20 mètres, camouflés dans les hautes herbes. On a fait une mission comme ça il y a environ 10 jours. Il y a des GAT qui étaient en mouvement. Mais ils sont pas arrivés dans le sens que... Ils sont pas arrivés par là où on les attendait. Donc tout le monde a été un peu surpris. Et ils sont arrivés... Ils ont commencé à rafaler, on a rafalé en retour. Ils ont réussi à s'exfiltrer.
Les paras sont restés postés ici jusqu'au lever du jour, sans bouger, à observer. Mais rien à signaler, à part un âne. Pourtant, d'après un renseignement, le chef des terroristes blessés serait à quelques centaines de mètres de là. À l'autre bout du dispositif, les blindés commencent à ratisser le secteur. Mais dans ces habitations ou campements de nomades, il n'y a plus personne. Route 40 Alpha s'avance au sud de la forêt et reconnaîtra la forêt du sud vers le nord à pied. Ruby Alpha ici, Pulsar 11 Alpha par là. La dernière chance de trouver le djihadiste recherché et sa garde rapprochée se trouve dans une forêt. Ce sont les sapeurs démineurs parachutistes qui vont fouiller la zone. C'est juste une zone boisée, mais on a eu pas mal de renseignements. C'est le genre de zone qui est propice pour l'ennemi pour justement se cacher ou cacher des ressources. Là, le point d'intérêt, ça va être surtout de trouver d'éventuels caches d'armes. Les parachutistes vont ratisser le bois avec les soldats maliens. Donc il y a les FAMA avec vous là. C'est ça. Donc les FAMA seront en tête sur le dispositif. Ouais. Et le reste de l'infanterie suivra. Et nous, en élément réservé, en sûreté arrière. La visibilité est réduite. Les djihadistes pourraient attaquer à très courte distance. Dis-leur de faire un bond encore devant là, le reculeur. À ta gauche, ils font un bond. T'as visuel Roura sur devant là ou pas? Ok, regarde s'il y a des traces de pas là, tu les suis. Une demi-heure plus tard, la fouille se termine. Jean-Baptiste et les autres paras retrouvent leurs blindés. Presque chaque semaine, les hommes du colonel de Monico mènent des opérations comme celle-ci, avec une tactique toujours différente, pour déstabiliser l'ennemi et tenter de le surprendre. Aujourd'hui, la traque n'a rien donné. Aujourd'hui, non. Il faut savoir accepter ces coups d'épée dans l'eau. Il y a une levée de doute, c'est-à-dire qu'on sait que dans la zone, il n'y a personne, en tout cas pour l'instant. Ça reste positif. En quelques mois, les paras ont réussi à faire baisser le nombre d'attaques dans la région et réduire aussi le nombre de mines artisanales et d'IED, les engins explosifs improvisés. Depuis 2014, plus de 600 combattants des GAT ont été mis hors de combat. En France, à Pau, au cœur des Pyrénées, à l'école des troupes aéroportées, il est 5 h du matin. Nous retrouvons les apprentis parachutistes. Aujourd'hui, ils vont réaliser leur tout premier saut à partir d'un avion CASA. Ça y est. Aïe, aïe, c'est parti. Stéphane et Cheyenne assistent en direct à la sortie d'avion de leurs camarades. Dans moins d'une heure, ça sera leur tour. Le stress commence à monter. Ouais, il y en a. Ils réalisent que ce ne sera peut-être pas aussi facile qu'ils l'imaginaient. Aïe, 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 aïe. Wow. C'est chaud là. La mère de Cheyenne a insisté pour que sa fille l'appelle juste avant de monter dans l'avion. Allô? Allô? Ah, mon bébé. Ça va? Ah, je suis contente que tu m'appelles. Moi, je suis stressée avec tout ça. Ah bon? Oui. Mais ça va aller, oui. Surtout, sois prudente. Hein? D'accord. Tu fais attention, chérie. Oui, d'accord? oui. Et dès que tu peux, tu m'envoies un message pour nous rassurer? Oui, ça marche. D'accord, bébé? Oui. Bah, je t'aime. Moi aussi, fort. bisous, je t'aime. Allez, bon saut, je t'aime très fort. Moi aussi, bisous. Bisous, mon cœur, bisous. Bisous. Le moment est enfin arrivé. Terry, leur moniteur, va sauter avec eux, histoire de les rassurer. T'es bon pour ça? Oui, chef. Des questions? Non, chef. Commencez à sentir le stress un peu qui monte? Oui, chef. Pas encore, ça va pas tarder. Cet avion va larguer 24 parachutistes à 300 mètres du sol. Leur parachute s'ouvrira automatiquement. 50. Take-off. Top décollage 60. Cheyenne et Stéphane seront les premiers à sortir de l'avion. Pour
l'instant, j'ai l'impression que c'est un rêve. Je réalise pas encore. Moi, je vais pas mourir, hein. Non, ça va. Je suis pas stressé. Voilà. Je suis confiante. Prédécollage effectué. Debout, serrez contre la paroi, accrochez. Impressionné, il arrive que des stagiaires refusent parfois de sauter, au tout dernier moment. Allez, 10 secondes. Lorsque le largueur lui tapera dans le dos, Cheyenne devra s'élancer sans hésiter. 4, 3, 2, 1, vert. Cette fois, tout le monde franchit la porte. 50 secondes plus tard, pour éviter de se blesser, ils effectuent jambes serrées un roulé-boulé. Je me suis demandé si le parachute il allait ouvrir parce que on doit compter, mais je m'attendais pas à prendre une claque comme ça. Je pensais que ça allait être un peu plus... Non, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Ah, c'est génial. Ah ouais, là, je suis... Là, c'est vraiment top. En plus, il fait beau. Les conditions pour sauter, là, c'était nickel. J'ai fait une sortie un peu pourrie. Je me suis retrouvé torsadé. Bonne chance aujourd'hui. J'ai pris le mauvais pied. Donc je suis sorti en vrille et mon parachute, quand il s'est ouvert, j'ai fait une torsade. Ouais. Ah, tu gardes le sourire. Oui. Ça va. Ça reste génial. C'est un beau métier. On l'aura enfin mérité ce béret rouge. Ils devront encore réussir 5 sauts pour obtenir le brevet parachutiste. Et si tout se passe bien, dans 4 mois, ils seront prêts à partir en opération extérieure. Plus tard, Cheyenne voudrait devenir infirmière parachutiste et Stéphane, tireur d'élite.